Avant de plonger dans cette histoire, prenez un instant, installez-vous confortablement. Respirez surtout. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à explorer avec nous ces destins lumineux, ces vies de légendes qui ont façonné le cinéma chaque semaine. Nous vous racontons l'envers du décor. Les mystères cachés derrière les sourires éternels des stars. Aujourd'hui, notre récit s'ouvre sur un nom qui résonne comme une mélodie ancienne. Claudia Cardinal, le 23 septembre 2025. Une nouvelle a traversé le monde comme un éclair. Claudia Cardinal s'est éteinte à 87 ans, dans une petite maison discrète à Nemours, au sud de Paris, loin des flashs, loin de Cannes, loin des palaces romains. Une fin paisible, presque secrète, pour une femme qui avait toute sa vie brillé sous les projecteurs, mais derrière cette disparition se cache un mystère, celui d'une actrice adulée, d'une légende du 7e art, d'une fortune dont personne n'a jamais vraiment su l'étendue. La maison de Nemours, modeste, silencieuse, semble aujourd'hui incarner un paradoxe. Comment une femme célébrée par Visconti, Fellini, Léon, partenaire d'Alain Delon, une icône du cinéma mondial, tel choisit de finir ses jours dans une retraite si discrète que cachait cette demeure? Était-ce un simple refuge contre la célébrité, ou bien le coffre invisible d'une vie entière remplie de souvenirs, de secrets, et peut-être de richesses accumulées? Oui. Claudia Cardinal a tourné dans plus de 100 films, de Hollywood à Rome, de Paris à Tunis. Ses cachets étaient colossaux, ses apparitions payées à prix doré. Pourtant, parfois, elle avouait connaître la fragilité, les doutes, les déséquilibres. Alors, où est passée la richesse d'une telle star? S'est-elle envolée dans de mauvais contrats, ou bien sommeille-t-elle encore quelque part à l'abri des regards? Ces questions, aujourd'hui, hantent les cinéphiles autant qu'elles les fascinent, car, derrière la fortune matérielle, il y a une autre richesse, celle du mystère. Mais, pour comprendre Claudia, il faut revenir au commencement, la fin des années 50. Une jeune femme d'origine tunisienne, timide, à peine sûre d'elle, parlant difficilement italien. Son nom, alors, ne disait rien à personne, et pourtant son visage sculptural, son regard brûlant, portait déjà la promesse d'un Nice Day, ses premiers pas dans le cinéma italien. Les producteurs le sentirent, il venait de découvrir un diamant brut. En 1960. Luchino Visconti lui offrit un rôle qui allait changer sa vie, Rocco et ses frères aux côtés d'Alain Delon. Claudia révéla une intensité rare, mélange de douceur et de force. Le public fut bouleversé, la critique conquise, et le monde venait de découvrir une actrice de chair et de vérité. Bien plus qu'un simple visage, ce fut le début d'une ascension fulgurante. 3 ans plus tard, en 1963, Claudia retrouva Visconti pour un rôle qui allait marquer l'histoire du cinéma, Le Guépard face à Burle Casté et Alain Delon. Elle devint Angelica Sodara, cette femme flamboyante et insaisissable, dont la beauté semblait, à la fois, annoncer la fin d'un monde et la naissance d'un autre. La scène du bal, baignée de lumière et de mélancolie, resta gravée pour toujours. Claudia n'était plus une simple actrice, elle était devenue une apparition, un symbole, une énigme. Mais cette même année, un autre géant du cinéma fit appel à elle, Federico Fellini. D'un 8. Elle n'avait qu'un rôle secondaire, mais sa présence suffisait à capturer l'écran. Fellini l'avait compris, le mystère de Claudia ne résidait pas dans les mots, mais dans les silences, dans ses yeux, dans cette manière qu'elle avait de suspendre le temps. Puis 1968, sous la direction de Sergio Leone, elle incarna dans Il était une fois dans l'Ouest. Pour la première fois, une femme devenait le centre d'un western, une veuve courageuse, sensuelle, déterminée à défendre sa terre face aux hommes et à la violence du monde. Ce rôle, Claudia l'habita corps et âme. À 30 ans, elle entra définitivement dans la légende. Hollywood, évidemment, voulut la conquérir. Elle tourna dans La Panthère Rose, puis dans Les Centurions avec Delon encore, mais jamais elle ne céda aux sirènes de Los Angeles. Elle refusait les contrats exclusifs, les compromissions. Elle voulait rester libre, choisir ses rôles, choisir ses risques, rester maîtresse de sa vie, coûte que coûte. Durant cette décennie, Claudia Cardinal devint une icône mondiale. Son visage ornait les couvertures de Vogue, Paris, Mad Life. Elle incarnait une beauté méditerranéenne à la fois forte, chaude, singulière. Son accent, sa voix grave, son rire, tout en elle était différent, et ce différent devint une arme, un charme, une signature. Les fans y voyaient une figure d'émancipation, les hommes un mystère, et les critiques un paradoxe vivant. Mais derrière la gloire se cachait la solitude. L'industrie la réduisait souvent à des rôles de femme fatale, sensuelle, inaccessible. Elle en souffrait. Elle voulait montrer la complexité, la nuance, l'humain. On lui demandait surtout de prier un jour. Elle confia, ma beauté a été ma prison. Phrase résonne encore comme un cri, car elle résume tout, le prix du succès, les chaînes invisibles du regard des autres, la lutte d'une femme contre l'image qu'on lui imposait. Pourtant, malgré cette tension constante, Claudia ne cessa jamais d'évoluer. Elle tourna avec Mauro Bolognini, Henri Verneuil, Valérie Uzurlini, l'affiche avec Jean-Paul Belmondo, Trintignant,
Mastroianni, chaque film consolidait sa place au panthéon du cinéma mais au-delà des caméras. Elle devint aussi une ambassadrice du style ses robes sur le tapis rouge de Cannes inspirée. Les créateurs photographiés par Richard Avedon ou Helmut Newton, elle devint l'incarnation d'une Europe élégante et cosmopolite pourtant. Derrière les flashs, une autre réalité se dessinait. Claudia savait que la célébrité l'isolait. Elle était partout, mais se sentait seule, elle voyageait sans cesse. Mais elle portait un secret qu'elle protégea toute sa vie, celui de son fils Patrick. Présenté au public comme son frère, une décision douloureuse née de pression, de convention. De peur aussi, cette contradiction entre gloire publique et douleur intime alimenta l'aura mystérieuse de Claudia Cardinal. Dans les années 70, alors que d'autres actrices voyaient leur étoile pâlir, elle sut résister au temps, elle se réinventait, sélectionnait ses rôles avec soin, fuyait les pièges de Hollywood pour préserver l'essentiel, sa dignité, sa liberté, son âme d'artiste. Mais déjà, une question planait derrière les feux de la rampe. Que restait-il dans l'ombre? Quel sacrifice avait-elle consenti pour préserver cette image, ce mythe, cette légende, et que deviendrait un jour son héritage dans la mémoire collective? Claudia Cardinal reste associée au palais de cinéma, au tapis rouge, aux flashs étincelants de Cannes et de Rommel. La vérité, plus discrète, plus émouvante, se trouve ailleurs. Sa dernière demeure n'était ni un château ni un hôtel particulier, c'était une maison modeste, simple, à Nemours, au sud de Paris, une maison sans FAST, sans bruit, où le silence semblait enfin lui appartenir. Ce choix n'a rien d'anodin. Il dit beaucoup sur la femme qu'elle était devenue après tant d'années d'excès, de gloire, de tourbillons médiatiques. Claudia aspirait à la paix, à la simplicité, à la vérité, et pourtant, cette maison tranquille abrite une autre énigme, celle de sa fortune, car si Claudia Cardinal gagnait des sommes considérables, des cachets impressionnants, des contrats prestigieux, des collaborations internationales, personne n'a jamais su quelle fut l'étendue exacte de son patrimoine. Les années 60-70 furent son âge d'or. Les halls du Guépard, de 8, ou encore de Il était une fois dans l'Ouest lui valurent des revenus vertigineux et, pourtant, au fil du temps, elle avouait avoir connu des périodes de fragilité, des contrats désavantageux, des gestions malheureuses, une générosité trop grande, peut-être contrairement à d'autres stars. Elle n'a jamais étalé sa richesse, jamais exhibé ses succès matériels. Elle préférait investir dans son indépendance, refuser les chaînes dorées des contrats exclusifs et préserver ce qu'elle avait de plus précieux, sa liberté. Alors, où est passée la fortune de Claudia Cardinal? Certains affirment qu'elle possédait des biens en Italie, d'autres évoquent des investissements discrets en France, mais rien n'a jamais été prouvé. Ses droits d'image, ses cachets accumulés, ses revenus hollywoodiens, tout cela aurait dû représenter une somme colossale et, pourtant, à la fin de sa vie, rien de spectaculaire n'apparaissait. Était-ce un choix délibéré, une manière de vivre cachée? Ou bien la preuve que le temps, peu à peu, avait effacé ce que l'or avait bâti? Mais peut-être que la vraie fortune de Claudia n'était pas faite de chiffres, peut-être qu'elle était ailleurs, dans ses films, dans ses images, dans la mémoire collective. Car oui, on peut perdre des maisons, des contrats, des bijoux, on ne perd jamais la trace laissée dans le cœur des spectateurs. En ce sens, la fortune de Claudia Cardinal était immatérielle, elle brillait dans l'éternité des écrans, elle vivait dans chaque scène, chaque regard, chaque rôle. La maison de Nemours devient alors un symbole dehors, modeste, presse ordinaire dedans, un sanctuaire, des photos de tournage, des affiches anciennes, des trophées d'un autre temps. Chaque objet semble chuchoter: ici a vécu une femme qui a tout connu, tout donné et tout choisi, demeure loin du tumulte, incarnait une vérité simple. Claudia Cardinal, après avoir tout, avait appris à se contenter de l'essentiel et, pourtant, le mystère persiste. Que reste-t-il aujourd'hui de son patrimoine matériel? Qui en est l'héritier? Son fils Patrick, longtemps caché du grand public, occupe une place particulière dans cette transmission, mais au-delà des liens de sang, c'est toute une mémoire collective qui hérite de Claudia. Ses films continuent de rapporter ses images, circulent encore, sa voix résonne dans les documentaires, les hommages, les festivals. Peut-être est cela sa fortune cachée, cette capacité à émouvoir, à inspirer, à générer encore même après la mort, de la beauté, des émotions et une part d'éternité. En vérité, le mystère de Claudia Cardinal n'est pas seulement celui d'une actrice, c'est celui d'un héritage, un héritage à la fois matériel et invisible, un trésor d'émotions, de culture et de lumière. Lorsqu'elle quitta ce monde, elle nous laissa une question: que vaut une fortune d'argent face à la richesse d'une légende? Et si, au fond, le vrai trésor de Claudia n'était pas caché dans un coffre dans chaque spectateur qui revoit un soir le Guépard, sans son cœur battre un peu plus fort quand le temps commença à ralentir? Claudia Cardinal ne lutta pas, elle l'accueillait. Elle disait souvent: il faut savoir quitter la scène avant que la lumière ne s'éteigne. Pourtant, même dans le silence de sa retraite, cette lumière ne s'est jamais vraiment éteinte. Elle brillait autrement, plus douce,
Plus intimes, les dernières années de Claudia furent empreintes de paix et de reconnaissance. Elle participait encore à quelques festivals. Honorée par les hommages du monde entier, mais elle ne cherchait plus à séduire, elle voulait transmettre à Nemours. Sa petite maison s'était transformée en refuge, un lieu empli de souvenirs, d'odeurs familières, de photos encadrées. Elle aimait s'y promener, un livre à la main, un chat sur les genoux, en repensant à cette vie qu'elle avait tant aimée, tant vécue. Claudia n'était pas seulement une actrice, elle fut aussi une femme engagée dans ses dernières années. Elle se battait pour les droits des femmes, pour la liberté, pour la culture. Elle déclarait avec ce feu tranquille qui la caractérisait: j'ai vécu dans un monde d'hommes, mais je ne leur ai jamais appartenu. Parole résonnait comme un manifeste. Elle refusait la domination, la résignation, la peur. Elle avait fait de son art un moyen de dire non et de dire vrai dans les coulisses du cinéma. Beaucoup disaient d'elle qu'elle avait le cœur d'une reine et le regard d'une guerrière, un mélange rare, ce regard, celui qui avait séduit Visconti, Fellini, Léon, devenu, au fil du temps, un symbole de puissance et de fragilité mêlée. Même Alain Delon, son éternel complice d'écran, disait d'elle: Claudia, c'est la beauté qu'on n'oublie pas, celle qui reste même quand tout s'efface. Lien fait d'admiration et de tendresse silencieuse traversa les décennies. Ils n'avaient pas besoin de se parler souvent, le cinéma avait déjà tout dit pour eux. Et puis, un jour, sans bruit, sans tumulte, Claudia s'est éteinte dans la douceur, entourée des siens, sans projecteur, sans caméra, comme si elle avait voulu que sa dernière scène soit secrète. Presse invisible, les journaux du monde entier ont titré « Adieu à une légende » pour beaucoup. Ce n'était pas un adieu, c'était un passage, une continuité, car Claudia n'a jamais disparu. Elle vit encore dans nos écrans, nos mémoires, nos rêves, dans chaque plan où son regard croise celui du spectateur, dans chaque réplique où sa voix tremble d'émotion. Aujourd'hui, quand on revoit Il était une fois dans l'Ouest et où Claudia apparaît, silhouette forte et fragile à la fois, on comprend soudain ce que le cinéma veut dire par immortalité. Ce n'est pas une question d'année ni de gloire, c'est une question d'âme. Claudia Cardinal restera toujours cette flamme ni consumée, ni éteinte, une lumière éternelle qui éclaire encore bien après la fin du film. Merci d'avoir voyagé dans cette histoire. Si cette voix, cette vie, cette femme vous ont ému, abonnez-vous à la chaîne Prisme de Renom pour continuer à explorer ces destins lumineux qui ont marqué le cinéma et nos cœurs. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est, selon vous, la scène la plus inoubliable de Claudia Cardinal, sa beauté, sa force ou son mystère? Qu'est-ce qui, chez elle, vous touche le plus?